Chers auditeurs et lecteurs, amis des livres et sympathisants de la chaîne, le Veilleur vous souhaite à chacun d'heureuses fêtes et une année des meilleures. Avant de vous retrouver pour de bon au mois de janvier prochain, le Veilleur vous laisse en compagnie d'une bonne heure et demie d'un extrait du premier volume déjà paru de la trilogie encore en travaux sur Henri David Thoreau. Ceux-là qui voudront bien soutenir le Veilleur et son travail trouveront en description le lien qui les reconduira vers le volume en question. Pour les autres, les 70 et quelques pages de la lecture à suivre sont consultables en ligne gratuitement. Sincèrement, le Veilleur. Le 12 juillet 1817, on lâchait un penseur dans le monde, Henri David Thoreau de son nom, né natif de Concord dans le Massachusetts. D'aucuns le connaissent un peu ou à demi, parce qu'aux abords du lac Walden, il a fait aménager une hutte pour y vivre en solitaire un temps. D'autres, d'un certain bord, le célèbrent pour avoir un jour résisté à l'impôt et séjourné sous les verrous, plutôt que de transiger avec sa conscience. Il y a de ceux qui ont le souvenir du naturaliste et les autres du chroniqueur. Certains reconnaissent le voyageur en lui, et plusieurs, ici et là, chérissent le souvenir de l'aphoriste. Sans doute parce qu'il était un homme accompli à tout point de vue. Quiconque fait preuve de sincérité, comme tout penseur véritable qui le découvre, y trouve-t-il un quelque chose qui le touche au vif. Et plus on aspire à se chercher, plus on remarque de profondeur chez Thoreau. Je dénichai dans ma jeunesse, entamai son Walden à l'aventure et tombai sur que chacun se mêle de ses affaires et s'applique à devenir ce qu'il est. À la suite de quoi je trouvai qu'un homme n'aille pas de pair avec ses camarades tient peut-être à ce qu'il entend retentir un tambour étranger, qu'alors il marche au rythme qui lui parvient, n'importe combien mesuré ou lointain. Sur ce, je vidai mes poches et m'en allai avec l'ouvrage. Je me le procurai, je me rappelle encore, à l'intérieur d'un amphithéâtre où l'auteur de L'amour épanoui, Edward Carpenter, avait donné la vie simplifiée. Ce même Carpenter qui, membre d'une riche famille de l'aristocratie, s'était dépris des possessions matérielles pour habiter au calme en un coin du nom de Millthorpe, d'où il cultivait fruits et légumes qu'il écoulait au marché voisin. J'en étais à penser alors dans ma vie que la seule possession des choses faisait le bonheur. J'avais pris la fièvre de l'avoir. J'étais à l'image de la vieille à la carpe d'or. Aveugle, mes lubies se marchaient l'une l'autre sur les talons. Cheval, bicyclette, 2, 3 complets. À chaque jour de la semaine, sa cravate assortie, fusil automatique, revolver. Et puis est survenue mon introduction aux œuvres de Thoreau, et le philosophe anachorète, le vieil et scellé austère, de me donner à voir un monde, un horizon nouveau. De nouvelles vérités m'étaient révélées. J'apprenais à soupeser la valeur des choses à l'aune de la vie qu'elles me demandaient en retour. Étais-je disposé à mettre une heure de mon temps dans un verre de vin, disons? Allais-je abandonner la moitié d'une journée pour une cravate neuve? Une bicyclette méritait-elle ce mois de ma vie? Certaines choses m'apparaissaient ridiculement importantes sous cet angle, qui ne m'avaient paru qu'accessoires jusque-là. Ces choses-là qui m'avaient semblé désirables au possible, à présent ne l'étaient plus du tout. Je commençais d'opérer un retour sur moi comme jamais auparavant, et, ce faisant, je voyais les choses dans leur vrai jour. Quant à Thoreau, je ne le tenais en aucune manière pour un visionnaire, mais un type des plus réalistes plutôt. Je reconnaissais aussi que beaucoup de ce que j'avais retenu à grand-peine de mes expériences passées, et parfois douloureusement, Thoreau les avait apprises pour moi non seulement, mais en avait encore consigné l'essentiel pour mon compte en quelque sorte, si encore la présence d'esprit de mon arrangé ne m'avait manqué alors. Dresser l'inventaire de sa vie. Que l'on réfléchisse à ce bénéfice d'inventaire. C'est le chemin le plus court à la compréhension de Thoreau. Comment aller au fond des choses, en effet, négligerait-on de se connaître en tout point? Thoreau disait « Il en est 1000 qui se prennent aux branches contre un seul pour aller à la racine. » Aussi, partageant une impression analogue, un homme averti qui voit combien les choses tournent mal dresse-t-il un bilan à l'occasion. D'ailleurs, il en est peu qui ne se ressouviennent des tours de table concertés où le chef de famille faisait remarquer combien la vie revenait chère. Là-dessus, une porte s'ouvre alors, et l'on se prend à rêver d'un retour à la terre. Habitant Cleveland il y a 2 ans maintenant, je pensais quant à moi que, en plus de l'entretien de 2 autos et les 2 et quelques dollars des garçons en séance de cinéma, crème glacée et petites attentions aux copines, le montant des frais de scolarité d'une de nos filles dans un état voisin venait grossir aussi la liste de ce que, à la légère, nous appelions des extras. Et, avec la somme déboursée en partitions, jouets, livres, pique-niques, sorties, disques,
divertissement, œuvre de bienfaisance et fantaisie du moment, je dépensais bien les 3/4 au moins de ma vie en petits plaisirs. Ma réussite causait ma ruine, et comme l'énonçait Thoreau, un homme est riche à proportion de ces choses auxquelles il peut se permettre de renoncer. Ou encore, on ne saurait dire ni jusqu'où le problème de la vie se complique selon que s'accroissent nos richesses matérielles, l'aiguille en question fût-elle ou non la voie que l'on prétend. Attendu qu'il ne s'agit pas simplement de subvenir à ses besoins uniquement, mais par elle ou quelque autre façon comparable, de pourvoir à notre âme. La vie est par trop complexe. Là-dessus, nous quittions la ville, achetions un terrain dans les Ozarks et entreprenions de nous simplifier la vie. Nous avons construit notre maison nous-mêmes, et travaillé à faire autant que possible les choses par nos propres moyens en vivant de la terre. Seulement, ainsi qu'un instant de réflexion suffira à le montrer, la chose elle-même n'a rien arrangé dans l'ensemble au plus gros du problème. Force nous a été de reconnaître, bon gré mal gré, qu'une vie au plus simple demeurait excessivement complexe et la sobriété franchement dispendieuse. Que l'on prenne pour seul exemple les jours de lessive. Il ne se trouvait pas, il est vrai, de facture d'électricité à régler, ni non plus de lave-linge hors de prix à tenir en état. Cela étant, nous faisions de grosses dépenses autre part. En y regardant de plus près, vous concevrez sans peine, en effet, les nouvelles difficultés qui se présentèrent à nous. Il était besoin d'aller couper le bois en forêt, qu'il fallait tout aussitôt rapporter et débiter. Il y avait un chauffe-eau à se procurer, mettre en place, et, au jour de lavage, un feu à faire prendre et entretenir. L'eau s'allait tirer au puits, que l'on portait ailleurs, et, l'hiver approchant, il fallait aménager un lavoir. Ainsi, de fil en aiguille, sitôt pris en compte le séchage et repassage, comme aussi bien le simple lessivage, la somme des corvées imparties semblait-elle de loin supérieure à la valeur de mes propres heures de travail en comparaison du temps où nous faisions notre lessive d'après les commodités d'usage en ville. Ce qu'insinue Thoreau par simplicité. Ce que pour l'heure je m'efforce de mettre en évidence, c'est que Thoreau n'entendait pas laisser croire qu'un retour à la terre, faire l'échange de la ville pour une existence en plein champ, résolvait aucun problème. Qu'on s'entende bien, il a poussé autrement plus avant. Sa philosophie voulait que l'on pût tout accomplir en n'allant rien qu'à l'essentiel. Un homme pouvait tout aussi bien être l'esclave de ses terres. Il l'était même, effectivement, que tel autre qui jamais de sa vie n'a vu ni tenu de bêche dans ses mains. Méditez à ce passage que j'emprunte au Walden. Le fermier consacre ses efforts à pallier cette question de sa subsistance par une formule plus délicate encore que n'est le problème en soi. Il spécule sur le prix du cheptel pour des bouts de ficelle. De main de maître, il a tendu son piège à l'indépendance comme au petit confort, pour ensuite, lui tournant les talons, s'y prendre lui-même les pieds. Il est sans le sou pour cette raison même. Aussi, eu égard à nombre de besoins élémentaires, sommes-nous démunis tout autant nous aussi, encore qu'entourés de grands luxes. Au chapitre économie du même ouvrage, on retrouve à nouveau « Je suis du sentiment que les hommes ne sont pas autant propriétaires du bétail que ne le sont de ces hommes les bestiaux eux-mêmes. Ces derniers sont autrement libres. Avoir, qui vous les hommes à l'indigence, semble-t-il insinuer, et leur coûte à la campagne, à peu de choses près, comme elles les ruinent en ville. Il convient de ne pas le perdre de vue, d'autant plus élémentaire si l'on espère cerner la pensée de Thoreau. J'en reviens à ma propre expérience en guise d'exemple. D'autres surprises nous advinrent au terme de l'année. Nous avions fait le compte en ville de l'ensemble des notes de frais du boucher, cirier, épicier, laitier et pâtissier. J'en étais, pour ainsi dire, à croire des fois que les négociants participaient chacun d'une société secrète engagée à causer ma perte. Le tout avait comme un air de complot savamment orchestré. Aussi rêvions-nous du jour où nous ramasserions une pleine corbeille d'œufs, abattrions nos propres bêtes, verrions mousser de lourds seaux de lait à l'étable et nous en irions prendre au jardin, poussant la chansonnette, les produits du potager à la rosée d'un radieux matin. Alors, nous nous sommes activés une année durant ou plus. À l'issue de la période, nous faisions état de la situation pour nous apercevoir de ce que, impropre à mener la vie frugale d'un calife Omar, nous avions englouti déjà 7 veaux, un bouvillon, 5 cochons, 8 moutons, d'indénombrables poulailles, canards et oies, 4380 œufs et 10 barriques de pommes. Plus de 2500 kilos de viande avalée en tout par une famille de 8, la viande ayant toujours fait office d'aliment de première nécessité chez nous. Pour nourrir le bétail dont nous avions dîné, là aussi, wagon sur wagon plein à craquer de fourrages variés, foin, son de blé, avoine, taillons d'épis de maïs et divers autres menus détails. Et puis tonne après tonne de sainfoin pour les chevaux qui charriaient le matériel et labouraient les sols. Aussi,
Cette vie simple se révélait-elle complexe à première vue, et rien ne paraissait avoir été gagné à quitter la ville. Nous étions passés, de toute évidence, d'un matérialisme forcené à un autre. Nous avions fait l'épreuve de nouvelles expériences, et sans néanmoins trouver la plus petite issue au labyrinthe crétois, nous en avions tiré de nouveaux enseignements, assurément. Ici, Thoreau est encore une fois clair et utile. Lorsque les hommes commencent de s'occuper de choses insignifiantes et artistiques non seulement, mais d'être opulents et oiseux, il est inévitable qu'avec leur concours, d'aucuns s'acquittent en échange du joug des bœufs, ou, dit autrement, se fassent les esclaves des plus puissants. Ainsi, l'homme ne besogne-t-il pas uniquement pour la bête qui est en lui, mais symboliquement aussi pour l'animal de chair et d'os. Les fruits de l'expérience. Retenez bien ceci, toutefois, de façon que vous appréhendiez mieux encore Thoreau et sa philosophie. Cela étant, parce qu'à l'écart du monde, et du fait d'une existence moins astreignante, nous comptions d'indéniables avantages à notre actif. Nous avions tenu la grande forme. Nous tous avions sans exception contribué de nos mains à l'effort collectif avec un plaisir sans mélange. Nous nous étions sentis un degré certain d'indépendance. Les garçons comme les filles souhaitaient-ils s'époumoner, jouer au ballon, se donner pour des Indiens du dimanche, libreux? Ils avaient vécu dans l'instant présent une année entière. Ils s'étaient fait autrement orgueilleux que modestes, plus effrontés que satisfaits. On avait garni la table de la nourriture qu'ils avaient produite et apprêtée eux-mêmes. Il y avait bien eu des manquements par milliers dans les tâches du quotidien. Cependant, l'on en avait tiré 1000 fois le meilleur parti. Il est vrai que les désagréments avaient été importants, mais rien qui nous eût précipités dans le gouffre. Les garçons se montraient fermes et résolus. Les filles regardaient la vie les yeux dans les yeux. Ils en étaient venus à saisir le sens des choses. Sans doute est-il on ne peut plus clair maintenant pour vous, lecteurs, que je n'ai pas trouvé en quittant la ville ce à quoi je me préparais, car sinon l'inverse, je ne voyais l'ombre d'aucun allègement de ma somme de travail. La famille n'avait pas non plus pour elle d'instant de répit. Ce que nous y gagnions nous est apparu presque à l'improviste. Nous nous étions trouvés du plaisir à travailler. Nous en avions ressenti de la satisfaction. Nous avions deviné qu'en nous reposait l'étoile de nos destinées. La longue liste des inquiétudes affolantes et revers imaginables qui nous avaient saisis, peur d'éprouver la faim, de nous retrouver seuls et miséreux, de n'avoir plus aucun souci de ces commodités qui facilitent la vie jusqu'à nous en faire perdre les bonnes manières, s'était avéré infondé. De première main, comme à nos seuls dépens, nous avions appris cela même que nous ne pouvions manquer de comprendre, selon Thoreau. Persévérez, allez de l'avant, faites le tour de votre vie comme le chien le pied du fauteuil de son maître. Faites-en à votre tête, tenez-vous-en à votre os, rongez-le, enfouissez-le, déterrez et mâchonnez-le encore. Ne soyez pas rigide à l'excès. Vous risqueriez, ce faisant, de vous priver par trop de la vie. Pointez par-delà toute morale. Ne soyez pas seulement bon, soyez bon à quelque fin. Les fables ont toute leur morale, bien sûr. Mais l'ingénu, lui, prend plaisir à l'histoire. Ne laissez rien vous soustraire au grand jour. Ne témoignez de respect qu'à l'endroit des hommes et vos frères. Quand vous atteindrez à la cité céleste, n'y portez à votre suite aucune lettre d'introduction. Au moment de frapper, demandez à voir Dieu, mais aucun des serviteurs. Pour ce dont vous avez le plus grand souci, n'allez pas vous imaginer de compagnons, sachez que vous êtes seul au monde. Puis à nouveau, un homme tiendrait-il contenance devant le plus grand malheur qui le puisse jamais affliger, il verrait aussitôt qu'il n'en était rien. Il y tendrait même le dos vaillamment. On trouve 2 livres qui détaillent le riche sens pratique de Thoreau. Le premier compile ses aphorismes, l'autre est son essai de la marche. Il n'est personne qui les puisse lire et porter le jugement sur Thoreau d'un bête théoricien. Il était à des lieues de se faire passer pour un enfileur de phrases. Sa vie était en harmonie avec son entourage et, comme Nietzsche, il a ramené une expérience à des paroles brèves mais puissantes. Parce qu'il avait bien trop à dire pour s'appesantir, il a fait au plus court. Le grand faiseur de proverbes de l'Amérique, parce qu'il en était le grand penseur, l'authentique pragmatiste. Jugez plutôt. On retrouve une leçon à chacun d'eux. Au pâturage, les vaches font bon lait. On se l'imagine bien faire une réponse pareille à quelque affaire en or ou réclame promettant monts et merveilles en échange d'une mise de fonds. On ne saurait prendre par 4 chemins tout d'un coup. Adressé à quelqu'un d'ici, un homme à l'égal de combien de nos politiciens d'aujourd'hui qui s'ingénient à nager entre 2 eaux et brouiller les cartes de promesses en l'air, un homme cherchant à manger à tous les râteliers. Qui veut la noix, brise la cosse. Ce qui n'est pour bientôt viendra à point. Prenez le temps comme il vient, les gens pour ce qu'ils valent et l'argent pour ce qu'il offre. Pas de poisson, d'eau douce non plus que de mer à l'imbécile heureux qui donne du mou. La sieste fait la moitié du repas. Quand le vent tourne, le coq entonne. Un imbécile s'y reprend à 2 fois.
On se désaltère à loisir aux abreuvoirs. Vaste est la question, et le temps nous manque. Le fauché se rend plus à pic. La fine mouche fait son nid d'un lit un peu juste. Preuve à charge qu'une truite dans le lait. Ce qui est fait, et non ce dont on fait la promesse. Ainsi donc vont les bons mots d'un homme libre et mesuré, lequel vit et observe les manières du petit monde social et naturel et descend au fond des choses. En un sens, il porte la marque de l'égotiste à coup sûr, mais pour la simple raison que ses manières différaient de celles-ci du plus grand nombre. Ce n'est pas à cause de ce qu'il percevait le roulement d'un tambour différent qu'il n'a pas emboîté le pas à ses contemporains. Qu'il fit l'impasse sur ces choses-là que d'aucuns ont à cœur, tenait à ce que son temps et ses moyens étaient absorbés entièrement par d'autres interrogations, ou comme lui-même de le dire, son capital était investi autre part. Il était direct parce que le temps lui manquait pour qu'il en allât autrement. Chose promise, chose due. Comme le presse-papier qu'il avait pour tout accessoire demandait qu'on l'époustât, il le bazarda par la fenêtre. Rien ne servait de le garder. Une amie lui faisait-elle présent d'un paillasson qu'il lui retournait sous prétexte qu'il pouvait aussi bien se frotter les pieds au gazon du seuil. Comme on lui demandait un soir s'il avait quelque préférence en particulier pour un plat, il répondait le plus simple. Un trio de réformistes de passage venus lui faire visite l'entretinrent de moralité. Il s'en détourna aussitôt et, laissé tout seul à bavarder, confiait aux pages de son journal tout son dépit pour leurs baragouins usuels et formalités balourdes. Une poignée de violettes ficelées délicatement d'un fétu de paille repose-t-elle en un vase, que sa vue, dit-il, me faisait penser à moi. Aussi improvise-t-il un petit poème au rythme de son invention. Je suis une gerbe de vains désirs liés, entre tous par un coup de fortune, cahotés de part et d'autre. Leur nœud fut fait lâche et si délié, il se peut, pour quelque autre heure opportune. Une botte de violettes déracinées, à quoi de l'oseille se mêle, ceinturée d'un fétu de paille unique, se levant alors à leurs pieds. Loi fatidique, demeurant sans appel. Un bouquet que les heures arrachèrent aux ravissants Champs-Élysées, en hâte, avec herbe et hampes rompues, donne à repenser au vulgaire, qui toujours tue tout le temps de chaque journée. Et je pointe ici-bas l'espace d'un instant, me gorgeant à foison de jus, sans racines jetées en terre, pour mon ramage verdoyant. Mais je me serre dans une vasque nue. Sur ma tige ont survécu de nouvelles pousses, à la manière de la vie. Ah, mais l'enfant jamais ne saura rien, avant que le temps ne l'émousse de ce chagrin qui avec elle a fui. Mais je sais bien qu'on ne m'a point cueilli en vain, ni posé ensuite en échange dans ce vase en verre pour y durer, mais que, charitable, une main, sauf, m'a porté en quelque autre endroit fort étrange. Ce fouillis émondé va connaître son heure, et d'ici à l'année qui vient, Dieu le sait bien, avec un air plus pur, d'autres fruits et de plus belles fleurs, d'être enfin mûr, tandis que je m'éteins. On ne peut manquer d'y voir de la franchise. La rectitude seule intéressait Thoreau. Très peu pour lui les détours. Sans façon aucune les fioritures qui déplaisent aux gens pressés, lesquels trouvent à la poésie un quelque chose d'agaçant et ne s'en cachent pas. À cela j'ai tendu le Chevalier noir de Thoreau, pour m'entendre dire à chaque fois justement le genre de choses à m'apporter. Le voici. Fais que ta destinée jamais ne soit inquiétée, débarrassée de toute bande, comme aussi bien des nobles de la lande. Qu'au champ couvert de pavillons d'argent, elle ne dresse camp, mais soit plus encore magnanime qu'eux, et soupire après des combats plus preux, que retentisse plus loin son clairon, et reluise l'éclat de son plastron. L'existence que j'aspire à mener, personne ne me l'a promise, le serment seul fait sur mon propre cœur, la décore de sa devise. Et je reprends ici encore ce poème pour finir. Prière. Grand Dieu, je ne demande pour toute faveur que de ne jamais me faire un jour déshonneur, qu'à me porter par mes actes tout aussi loin, qu'au moment présent mon jugement est certain. À la suite de quoi, grâce dont je te loue, que de contrarier mes amis de beaucoup. De quelque façon qu'ils l'espèrent ou le croient, ils ne m'imaginent pas tel que tu me vois. Qu'à ce qu'à ma foi ferme, ma main soit fidèle, et que ma vie plus que mes mots prouve son zèle, que de ne pas faillir à mes manières, ni ma détermination, ou mésestimer tes intentions. Un homme tel que lui, franc et direct à ce point, qui demande à contrarier ses amis les plus proches, serait à peine avenant,
Et toute familiarité malséante serait impensable sans doute en sa présence. À aucun moment non plus un homme pareil ne démordrait de ses convictions. Son opposition à l'impôt faisait un incident tout à fait caractéristique. Lorsque le gouvernement tombait d'accord pour entrer en guerre contre le Mexique, Toro estima qu'il venait par là de compromettre les solides assises de toute liberté. Quand Bronson Alcott refusa d'acquitter ses redevances, il abonda sans réserve dans le sens de son ami et, sans plus tarder, en fit autant, se garant de céder au gouvernement le dollar qui achèterait la munition assassine de quelque parfait inconnu. Partant, une après-midi, à l'approche des derniers jours de l'été, cependant que j'allais reprendre un soulier au cordonnier du village, on m'arrêta pour me conduire en prison, pour ce que j'avais négligé, comme énoncé plus tôt, de lui verser ma taxe et reconnaître sa légitimité à l'État, lequel achète et revend aux portes du Sénat hommes, femmes et enfants, à la façon du menu bétail. Il dit ailleurs dans l'essai de la désobéissance civile « J'avais comme le sentiment d'être le seul d'entre mes concitoyens qui eût payé sa part. Ils ignoraient tout bonnement comment se tenir et se comportaient avec moi en véritable malappris. On commettait impair sur impair à chaque remarque et semonce. Ils pensaient en effet que je ne souhaitais rien autant que de me retrouver de l'autre côté. Je ne pouvais que me divertir de la diligence avec laquelle ils refermaient la cellule sur mes réflexions, qui les suivaient librement au dehors. En réalité, elle seule une menace. » Emerson rend visite à Toro en prison. Venu le trouver en prison, Emerson l'interpellait. « Que faites-vous donc ici, Henri ? Que n'y êtes-vous pas vous-même » lui répondit-on. Et jamais il ne s'est fait de contre-questions plus mesurées comme à propos. Emerson ayant fait opposition lui-même sur le papier comme en pensait à la guerre et l'esclavage avec Toro, à la différence près d'avec l'homme du Walden, cependant, qui ne se voyait aucunement disposé dans les faits à en donner les preuves. Seulement voilà, Toro se voulait, lui, pour la justice et l'indépendance en pratique aussi bien qu'en parole. Il s'est porté par sa ferveur, son absolue sincérité, et plus loin qu'on ne le saurait faire aujourd'hui, au-devant de sommets qu'on ose à peine approcher. Il traitait de choses en son temps qui lui auraient pu valoir l'enfermement, un écheveau d'ennuis inextricables dont il eût été difficile de se tirer. Qu'aussi longtemps qu'il tarde à remplir ses devoirs, tout citoyen de l'État rompe son union d'avec lui, écrit-il dans l'esclavage au Massachusetts. Et de nouveau en ce même essai trop peu connu, hélas, l'humanité ne retiendra-t-elle jamais que politique ne fait pas vertu, qu'elle ne garantit jamais aucun droit moral, et ne prête attention qu'à cela qui lui est expédient, qu'elle n'institue que le premier candidat venu, le diable, sans conteste. Aussi, de quel droit ses électeurs s'étonnent-ils de ce que le diable n'est rien d'un ange de lumière ? Il n'est aucunement besoin d'hommes à préceptes, mais à principes, lesquels en réfèrent à plus grande autorité que la Constitution ou l'opinion de la majorité. On ne décide pas du sort de la patrie aux urnes. À ce jeu, le propre à rien vaut bien le plus finaud. Il ne tient pas au genre de bulletin que l'on dépose une fois l'an, mais à la sorte d'homme qui chaque matin gagne la rue au saut du lit. Peut-être commencez-vous d'apprécier à présent le véritable Toro, l'homme qui brûlait d'indignation devant l'injustice, l'homme que ne saisissait pas la peur de faire connaître ses pensées les plus intimes, l'impassible démocrate héritier de Jefferson. Remarquez, d'aucuns se sont essayés à dénaturer Toro, qui ne l'ont pas dépeint comme il était, mais de manière qu'ils en compteraient aux autres. Toro n'était pas réformiste du genre douillet. Il était de ceux qui affirment l'individualisme, la liberté d'être, penser et s'exprimer. Ses paroles sont des flammes, qu'on y réfléchisse. S'il existe quelque enfer plus immoral que ne le sont nos dirigeants, et nous de même gouvernés, il m'intéresse de le voir. Comme à ceci. Le seul gouvernement que je reconnaisse, n'importe combien restreint le nombre à sa tête ou réduite sa milice, est un pouvoir qui établisse la justice dans le pays, et jamais ne fasse d'injustice. Que penser d'un gouvernement dont sont ennemis les braves et honnêtes gens, entremis entre ceux-là qui l'oppriment et lui ? Un gouvernement qui se dit chrétien, mais supplicie chaque jour 1 million de crucifiés. Carlyle lui-même n'a pas été cinglant à ce point. Dès l'instant qu'un gouvernement emploie ses moyens comme le nôtre aux côtés de l'injustice à maintenir la traite et mettre à mort les libérateurs de l'esclave, il manifeste purement sa force brute, sinon pire, sa furie infernale. C'est le roi des racailles. Il est on ne peut plus évident que la tyrannie prévaut. Je le vois bien, ce gouvernement allié de la France et l'Autriche dans son oppression effective des hommes. Ce despote se tient là, trônant et mettant au fer 4 millions d'esclaves, et voici que s'en vient leur sauveur en héros. Ce gouvernement d'entre les plus diaboliquement hypocrites porte le regard de sa place vers ces 4 millions au calvaire et s'en enquiert comme présumant de son innocence. Que me valent ces attaques ? Ne suis-je pas honnête homme ? Cessez net toute agitation, sans quoi je vous réduirai en esclavage aussi, ou vous ferai pendre, sans quoi. Il est question d'un gouvernement représentatif. Mais quel genre de monstruosité est cela ?
lorsque les facultés les plus nobles de l'esprit et le fond de son cœur ne sont point représentés. Un homme féroce à moitié ou mi-brute encore, errant de par le monde, le cœur mutilé et la cervelle brûlée à demi. Il s'est bien trouvé quelques braves pour se battre d'arrache-pied après que leurs jambes avaient sauté, mais jamais je n'ai entendu dire rien de bon d'un gouvernement pareil. Toro et son opinion du gouvernement. Son mépris va crescendo. Il ne connaît d'autre mesure que cette réserve qu'il observe par crainte de trahir ses promesses, l'essence de son âme. Trahison. D'où nous vient semblable trahison? Je ne peux m'empêcher de songer à vous au vu de vos mérites, gouvernement. Avez-vous de quoi tarir les sources de la pensée? S'agit-il de résister à la tyrannie ici-bas? La haute trahison est commise par et découle des forces qui animent l'homme et le refondent. Puisque vous n'aurez pas frappé à la source, ces rebelles que vous aurez tous capturés et pendus n'ajouteront qu'à votre indignité. Que l'on étudie alors ces passages de près. On y trouvera non quelque oiseux spéculateur, mais un homme éminemment pratique. Le monde abondait en son temps, comme d'une autre, d'efforts désaccordés. La décadence morale et ses manifestations se rencontraient alors comme aujourd'hui. L'égoïsme allait de tous côtés à fond de train, et l'on rabâchait des solutions miracles par milliers de partout. Gens de bien et scélérats trouvaient moyen d'entretenir toujours la discorde et les projets les plus diamétralement opposés. Toro donnait la claire et juste note en pareilles circonstances. Il faut que chaque homme ambitionne une existence accomplie. Il lui faut les épaules des événements comme de sa personne. Il convient de surcroît d'avoir soin que l'État n'attente aux droits individuels. Jamais aucun État ne sera libre, ni vraiment éclairé, qu'il ne s'avise d'abord de reconnaître l'individu comme une instance plus grande et souveraine, de laquelle il reçoit lui-même ses pouvoirs et autorités, puis d'agir avec lui en conséquence. Ou sinon, témoignant dans le même essai de sa parenté avec l'école de Kropotkin, notez bien, le passage d'une monarchie absolue à modérée, d'une monarchie limitée à la démocratie, est un pas de plus dans le respect de l'individu. Son appel à désobéir. Sans même hésiter, il intimait aux hommes de se dresser contre l'injustice et désobéir sous le poids de l'iniquité. Il est des lois injustes. Consentira-t-on à leur obéir? Fera-t-on de notre possible pour les amender en nous y pliant entre-temps, ou bien y dérogera-t-on sur le champ? Sous pareil gouvernement, les hommes pensent d'ordinaire devoir attendre de s'être gagné la majorité pour rien y changer. Ils s'imaginent, dût-on résister, un remède bien pire que le mal. Si effectivement le remède est pire que le mal, la faute en est pourtant au seul gouvernement. Il l'aggrave. Pourquoi ne se montre-t-il pas disposé davantage à s'atteler à la réforme? Pourquoi ne tient-il pas sa minorité éclairée en estime? Pourquoi se récrie et proteste-t-il dès l'abord? Pourquoi ne presse-t-il pas ses concitoyens de regarder à ses propres manquements de façon qu'on les corrige, comme à faire mieux encore qu'il n'en escompte d'eux? À quelle fin crucifie-t-il toujours le Christ? Excommunie-t-il Luther et Copernic, et fait-il des rebelles de Washington et Franklin? Dans le même essai, il écrit plus haut. Je me plais à imaginer un État en position de se montrer juste, enfin, envers tout un chacun, lequel traiterait une personne avec le respect dû à son prochain, qui ne verrait pas contraire à sa pérennité que le petit nombre même s'en écartât, impliqué non plus qu'assimilé, satisferait-il à ses devoirs d'entraide et fraternité. Nous nous trouvons, d'après moi, en présence d'un genre de prophète et conseiller. De Carlyle, il est le frère de sang, lequel assure que l'idée du devoir, une plus grande piété, une discipline respective et une conscience rigoureuse peuvent seules réformer une société dévoyée. L'expérience Walden. Vient un temps dans la vie de tout penseur, comme cela est arrivé pour le Christ, le Bouddha et Mahomet, où se fait sentir le besoin de prendre ses distances avec le vacarme du monde et ses affaires. Il faut aux hommes se mettre au calme un moment, comme la graine qui germine en terre et quiète et au repos. Un Cunningham Graham se recueille dans le silence de l'Arabie, et Morley se tourne vers les étendues arides du Texas. Beethoven se retirait en forêt, et Bunyan a trouvé en prison la quiétude que demandait son chef-d'œuvre. Moi-même, j'ai fait la rencontre d'un homme instruit et cultivé, un Anglais résidant seul au pied des Andes pour trouver le temps et l'occasion de philosopher. Le fouriérisme avait contribué à l'institution de phalanstères à l'époque de Toro. On faisait effort pour mettre en place de petites communautés auxquelles chacun devait contribuer de ses mains, et où l'on s'appliquait autant que possible à revenir d'une existence artificielle aux rudiments de la vie. C'est une spécificité de l'esprit du temps pour un Emerson d'écrire à Carlyle en 1840 « Tout le monde y va de projets innombrables de réformes sociales. Il n'est pas une personne sachant lire qui n'ait dans la poche de son veston quelque ébauche de nouvelles communautés. » Toro fut en visite à la colonie fondée par Alcott Fruitlands, qui rapportait dans son journal « Pour ce qui est de ces communautés, je préfère encore avoir quartier libre en enfer que de prendre pension au paradis. »
Ainsi résolvait-il en 1845, dans sa 28e année, d'y être à mon affaire avec le moins d'embêtement possible, en ces termes. Et s'étant rabattu sur Walden, il entreprit d'y établir lui-même une hutte. Il est ridicule de croire un seul instant que Thoreau eût été soucieux de prouver aux autres comme à soi-même qu'un homme sait être aussi indépendant des siens que l'oiseau migrateur, comme de le suggérer la 9e édition de l'Encyclopædia Britannica. Monsieur le professeur Nicholl réitère la même erreur dans sa littérature américaine, et James Russell Lowell s'est montré semblablement ignorant lorsqu'il écrit sur Thoreau que, eu égard à la conception qu'il se fait d'une complète émancipation de l'homme, son existence à l'écart tenait d'une impossibilité pure et simple. L'amphore de Diogène avait un fond plus solide. Les raisons de sa retraite dans les bois. Comme à l'exemple de Stevenson, la méconnaissance de Lowell relevait d'une lecture mal avisée. Le projet de Thoreau était donné clairement. Il projetait de ramener l'existence à son expression la plus simple, se livrer au travail de la droite et de la main gauche en glaner les fruits, comme être en situation de se dispenser de rien faire en pure perte. De son propre aveu, je gagnais les bois parce que j'y espérais vivre librement, aller au-devant des évidences et découvrir si je n'en pouvais pas tirer de leçons, et non pas sentir au moment de mourir combien j'avais manqué de vivre. Précieuse comme elle est, je ne souhaitais pas vivre cela qui n'était pas la vie elle-même. Je ne désirais pas de prêcher non plus aucun renoncement, ou sinon par absolue nécessité. Je demandais à vivre en profondeur, et savourer toute la moelle de l'existence. Vivre si bien la dure en spartiate que je mettrais en déroute l'ensemble de ce qui n'avait trait à la vie. Ratisser et serrer de près, forcer la vie dans ses retranchements, la réduire à sa forme la plus sommaire et, s'avérerait-elle mauvaise, eh bien, mesurer toute l'étendue de son indignité pour la donner à lire ensuite au monde entier. Ou serait-elle merveilleuse autrement, en faire l'expérience et la détailler fidèlement à ma prochaine escapade? On a fait tout un foin de l'expérience en cause. En qualité d'astuce toute bête pour faire bon ménage quelque temps, ou sinon passer le temps, rien là de renversant. Il est à la portée de tous de vivre en solitaire et gagner son pain. En amateur de Thoreau et sa philosophie dans mes jeunes années, j'habitais une île plus d'une année durant. En passant au travers d'un carnet, je m'aperçois de ce que je vivais de peu, et, pour l'essentiel, chassé de mes mains. Me passer de la compagnie des hommes et des femmes aussi bien entre-temps n'avait rien d'épineux. Le premier venu en saurait faire autant. Du reste, on trouve dans les villes des centaines de milliers de laissés pour compte dont on assure que, s'ils ne savent faire l'économie des autres eux-mêmes, ces derniers s'en dispenseraient bien volontiers. C'est pourtant ce qui ressort d'une expérience de ce genre qui tire le plus à conséquence. Les pensées qui surviennent, la conception de l'existence qui prend forme. Dans le cas de Thoreau désormais, il n'était plus au terme de son expérience, la gerbe devint un désir lié entre tous par un coup de fortune. Thoreau empruntait alors une hache, puis s'enfonçait dans les bois pour y abattre des pins et tailler ses rondins. Le chantier demanda près de 3 semaines. Il ne se pressait pas à l'ouvrage, de façon qu'il tirait avantage de son labeur pleinement. Il creusa par la suite un cellier d'1 mètre carré sur 2 mètres de fond, racheta les planches qui faisaient les pans de sa baraque à quelques cheminots de la Fitchburg et, sur le retour, les porta jusqu'à l'endroit de sa bicoque à l'épaule. Tout en place et fin prêt en mai, il laissait l'honneur à ses amis de l'aider à dresser la charpente en bon voisin. Ainsi Thoreau prenait-il ses quartiers le 4 juillet sous ce toit bâti de ses mains. Une chaumine qui n'avait coûté que $28 pour son érection. Celle-ci mesurait 2 mètres sur 4,5, comptait une fenêtre sur le côté et une porte au bout, à l'opposé de laquelle se dressait la cheminée de briques. Il ne s'encombrait de rien. Il va sans dire que l'homme de terrain qui s'est récrié dans un accès de stupéfaction incrédule à la vue du spectacle de l'asservissement des hommes à leurs biens, du mobilier, Dieu merci, je sais encore me lever et rasseoir sans le secours du garde-meuble, n'allait s'encombrer de rien. Soit, il disposait d'un sommier, une table, un petit secrétaire, 3 chaises, une glace de 8 cm, une paire de pinces et chenets, une bouilloire, une casserole, une poêle à frire, une louche, une bassine, 2 couteaux et fourchettes, 3 assiettes, une tasse, une cuillère, une jarre pour l'huile, une seconde pour la mélasse et une lampe en fer blanc. Ce faisant, on réduisait les travaux ménagers au strict minimum. Il ambitionnait une certaine liberté avant tout, laquelle exigeait un plus grand dépouillement encore. Il notait dans Walden « Je crois qu'est dans l'impasse un homme qui est passé par le nœud du bois ou la porte d'entrée quand tout son barda ne peut l'y suivre également. Je n'éprouve rien que sympathie pour un courteau propre sur soi, libre au premier abord, tout paré et résolu qu'il est, à l'entendre faire état de ses meubles comme de ce qu'on les a assurés ou non. Que faire de mon bahut? Mon petit papillon s'est pris dans la toile. Ceux-là même qui se donnent longtemps l'air de n'en pas avoir, interrogés plus étroitement, vous font savoir qu'ils en ont de réserve en la remise d'un tiers.
Je vois l'Angleterre aujourd'hui comme un vieux monsieur en vacances, encombré de ses bagages, bazar accumulé sur de longues années d'intendance, et qui ne se sent pas le cœur de mettre au feu. Coffres, mallettes, cartons et paquets. Que l'on jette au moins les 3 premiers. Il serait au-dessus des forces d'un homme en santé aujourd'hui de porter son lit et s'en aller marcher. Aussi conseillai-je à l'infirme de reposer le sien et foncer à toutes jambes. Dès l'instant que j'ai croisé cet émigré plié sous la masse de la besace qui renfermait tous ses biens, et qui lui paraissait une grosseur énorme sur la nuque, je n'en eus pitié, non point pour ce qu'il tenait là toutes ses affaires, mais parce qu'il les lui fallait toutes traîner. Si j'ai jamais attiré quelque fardeau après moi, je m'arrangerais de façon qu'il ne m'écrase ni ne me morde au sang. Peut-être serait-il autrement sage de ne s'y jamais laisser prendre, cependant. J'ajouterais au demeurant n'avoir fait aucune dépense de rideau, comme je n'ai rien à tamiser que la lune et le soleil, que par ailleurs je veux bien laisser entrer. La lune ne fera tourner le lait, ni ne me gâtera non plus la viande. Pas plus que le soleil n'écaillera mon mobilier ou ne me délavera la moquette. Et s'il se montre un ami par trop chaleureux par endroits, je trouve toujours plus avantageux de me retirer à l'ombre de la nature tout simplement que d'ajouter un seul article aux dépenses du ménage. Une dame m'offrait un jour un tapis, mais comme je n'avais plus de place à revendre chez moi ni de temps à perdre à l'épousseter, je déclinai, aimant davantage à me frotter les pieds au gazon de l'entrée. Mieux vaut s'éviter la tentation du mal. Taureau est au ménage. Le peu de ménage encore à faire donnait un passe-temps distrayant. Le sol était-il crotté, je me levais de bonne heure et, disposant le mobilier sur la pelouse, lit et sommier contemporain, jetais l'eau à terre que je saupoudrais du sable blanc du lac et récurais ensuite comme un sou neuf à la brosse. Et d'ici à ce que le village eut petit déjeuner, le soleil avait séché mon intérieur en suffisance déjà pour me permettre d'y retourner, reprenant mes réflexions là où je les avais laissées, à peu de choses près. Il faisait bon voir tous mes effets personnels constituer un petit monticule comme d'un baluchon bohème sur l'herbe au dehors, et ma table à 3 pieds, que je ne débarrassais de ses livres ni du plumier, se tenir toute droite entre pains et noyers. Taureau vivait à l'écart en ce temps-là, non pour faire spectacle de son indépendance, point du tout de façon à tenir tête au reste du monde, mais dans l'intention de vivre désentravé pour un temps et jouir d'un semblant de liberté, regarder aux choses avec une curiosité renouvelée. Il y pensait, je crois, au moment d'écrire son poème Inspiration, dans lequel on trouve la strophe « N'ayant eu qu'oreille, j'ai finouï, comme acuité, quand je n'avais qu'yeux. Moi qui suis dans l'instant, vivais sans vie, et je discerne le vrai, quoique instruit de peu. » Il n'était pas réformiste invétéré. Vous aurez eu l'occasion jusqu'ici de voir que Taureau n'était pas de ces fanatiques, de ces réformistes incorrigibles pour appeler ce monde au renoncement dans le silence d'une cabane. Il n'était au vrai rien de plus qu'un homme investi tout entier dans la recherche du royaume des cieux au-dedans de soi. Il n'avait rien du type à pontifier, ou s'évertuer sinon à imposer à autrui ses vues personnelles en toutes circonstances. Il prenait peu de vin ou de viande, de thé ou café, et son régime à Walden se composait de riz, semoule de maïs, haricots et pommes de terre. Mais il n'était pas assez gourde, en tout cas, pour se prendre à sermonner quiconque en donnant à croire d'importance capitale d'aussi légers détails de diététique. Il n'était pas non plus quelque sombre ermite des approbateurs du genre humain. Je trouve dans la dizaine de ces titres de ma bibliothèque de singulières et affectueuses références au quidam de ces rencontres, et qu'il appréciait bien. Un néerlandais fin rond sur le pont d'un vapeur new-yorkais, une forte tête de fermier yankee, un vieux pêcheur au gilet marron familier des berges de la Mousquetaquid, un solide bûcheron installé à Walden avec lui un moment, le groupe de gamins du village emmenés à la chasse aux myrtilles au sortir de prison. Il savait jouer du pipeau, entonner un refrain, exécuter un pas de danse et faire des tours de magie. Il savait être l'ami des hommes, se plaire en leur compagnie et se retrouver seul tout aussi bien. Moncure Conway raconte comment Taureau plongea la main dans l'eau un beau jour et en sortait un bel et gros poisson aussi heureux entre ses doigts que s'ils eussent été bons amis tous les deux. Sans doute ferait-on bien d'avertir les incrédules de ce qu'aucun poisson ne se prêterait au jeu, sinon peut-être la brème, un poisson porté particulièrement à la défense de son frais. Taureau écrivait de cette espèce dans une semaine sur la Concorde et le Merrimack. Ainsi me penchai-je sur elle une demi-heure à la fois, et gentiment les caressais sans les brusquer, et de ma main en tirais même de l'eau. Une hutte au cœur de la nature en fait. La hutte de Taureau se trouvait sans surprise au cœur d'une nature en fait. Au travers de la pièce, les oiseaux voletaient. Sur le toit, les écureuils gambadaient. Taupes et levreaux passaient l'hiver au cellier. Les mésanges venaient percher sur les brassées de bois au passage du seuil. Un écureuil qui l'avait ramené de sorte qu'il en étudierait les habitudes protesta même contre sa remise en liberté et devenait plus tard un membre à part entière de la maisonnée.
Et alors qu'un jour il sarclait au jardin, nous dit-il, un moineau lui est venu sur l'épaule, qu'il prenait pour un honneur plus insigne encore qu'aucune épaulette qui m'eût pu décorer. Pour lui, comme un enfant ingénu, les jours renfermaient chacun leur lot de petits bonheurs à toute heure. L'usage propre aux oiseaux et animaux, les traces du renard et la loutre, les différentes variations des nids, les formes et nuances des feuilles, il s'émerveillait de tout. Son regard posé sur les choses était si pénétrant qu'il croyait possible de renseigner le jour exact du mois à la vue de telle fleur ou arbuste. J'ai déjà dit que Thoreau n'avait pas le moindrement à l'esprit de mener l'expérience dans l'intérêt des hommes. Qu'il voulut philosopher ne justifiait pas que la pratique dût peser sur un pays tout entier. Qu'il optât pour une politique de renoncement purs et simples n'excusait pas que l'on y contraignît les autres. Thoreau était, dans les faits, simple et naturel. Il était en somme un citoyen réservé, occupé de ses seules affaires. Vous verrez dans l'extrait qui vient la superbe sobriété du personnage. Je l'emprunte à la page 87 de l'édition Houghton Mifflin et compagnie de 1902 de son Walden. Avant que la maison ne fût achevée, désireux de gagner 10 ou 12 dollars qui défraieraient mes nouvelles dépenses de manière honnête et raisonnable, je piquai des haricots pour l'essentiel sur quelques 2 acres et demi adjacentes de sol meuble et sablonneux, encore que sur une maigre portion des pommes de terre également, du maïs, des pois et des navets. La parcelle compte 11 acres en tout, où poussent pins et carriers principalement, laquelle s'était vendue pour 8 dollars et 8 centimes l'acre la saison d'avant. Un fermier me confiait qu'il ne la pensait bonne qu'à nourrir une flopée d'écureuils. Comme je n'en étais pas le propriétaire moi-même, mais tout juste le squatter, je ne versais aucune espèce de fumier. Et comme je n'espérais plus de faire aussi bonne récolte, je ne l'abîmais pas alors à fond. Je tirai de son labour plusieurs stères de souches qui me fournirent en bois de chauffage pour longtemps, et je laissai de petites trouées de terreau fertile, facilement reconnaissables à l'été par la plus grande efflorescence des haricots à cet endroit. Le bois mort, essentiellement invendable de ma remise, me pourvoyait du reste de mon combustible avec le bois flotté du lac. Quoique je maniasse la charrue moi-même, je me trouvai forcé d'employer un meneur et son attelage pour le labour. Les charges de la ferme la première saison se montèrent pour l'outillage, les semences, la main-d'œuvre, etc., à 14 dollars et 72 centimes et demi. On m'offrit le maïs en grain. À vrai dire, ce dernier ne coûte jamais bien cher, à moins d'en piquer plus que nécessaire. À l'exception du maïs et petits pois, je comptais pour 12 boisseaux de haricots et 18 de pommes de terre. Maïs jaune et navets étaient par trop tardifs pour rien donner. Le gros des recettes de la ferme s'élevait à 23 dollars et 44 centimes. En déduisant les frais de 14 dollars et 72 centimes et demi, il nous reste 8 dollars et 71 centimes et demi. En dehors de ma consommation personnelle et des provisions, à l'heure de mes estimations, mes calculs chiffraient le montant à 4,50 dollars, les réserves compensant plus que de besoin le peu de céréales que je ne récoltais pas. Tout bien considéré, je me débrouillais mieux, je crois, sur ce point qu'aucun autre fermier de Concorde cette année-là. Comme je bêchais en entier le terrain nécessaire, soit un tiers d'acre environ, je m'améliorais plus encore l'année suivante. Aussi ai-je conclu de mes 2 années d'expérience, pas le moindrement impressionné par la somme de livres d'agronomie de référence, Arthur Young y compris, que vivrait-on simplement de nos seules récoltes en ne cultivant pas plus que de raison, et n'en faisant l'échange à perte contre rien qui fût cossu ou dispendieux, l'on n'aurait à faire valoir qu'à peine quelques arpents de terrain, qui coûteraient moins à bêcher qu'à meublir à la charrue et pour l'épandage desquels on préférait à l'occasion de nouvelles parcelles aux anciennes. Ainsi pourrait-on s'atteler en été aux travaux des champs de la main gauche aux heures les plus chaudes, pour ainsi dire. Et alors on ne dépendrait pas d'un bœuf, un cheval, une vache ou cochon comme aujourd'hui. Je tiens à parler sans parti pris sur ce point, comme à la manière de quelqu'un que le succès ou l'échec de la configuration économique et sociale actuelle indiffère. J'ai profité d'une indépendance plus grande qu'aucun fermier de Concorde, en ce que je n'étais assigné à résidence ni à la ferme, et pouvais n'en faire qu'à ma tête, que ma foi j'ai ailleurs tout à fait. En plus que d'être déjà mieux loti que tous, mon chez-moi fut-il parti en fumée, ou mes récoltes péries, que j'en aurais été presque aussi nanti que tantôt. Thoreau et ses recettes. Au chapitre même d'où ce passage est tiré, on trouve un genre d'inventaire physique. Rappelez-vous maintenant de sa philosophie. Un homme est riche à proportion de ces choses auxquelles il peut se permettre de renoncer. La liste est parlante à cette lumière. La voici. Faisant œuvre au village d'arpenteur, charpentier et journalier à plus d'un titre pendant ce temps, car je dénombre autant de doigts que j'ai de métiers, j'amassai 13 dollars et 34 centimes. Ces 8 mois, soit du 4 juillet au 1er mars, moment où j'effectuais ces calculs, cependant que j'y ai vécu plus de 2 années, à la réserve des pommes de terre, du peu de maïs et quelques pois récoltés, et sans rien prendre en considération non plus des dernières provisions disponibles en date, le coût des vivres se portait à riz, 1 dollar et 73 centimes et demi, mélasse, 1 dollar 73, sucre à meilleur prix, farine de seigle, 1 dollar et 4 centimes 3 quarts,
Indienne, 99 centimes 3/4, moins cher que le seigle. Porc, 22 centimes. Farine blanche, 88 centimes, plus coûteuse que l'indienne en argent et tracas. Sucre, 80 centimes. Saindoux, 65 centimes. Pommes, 25 centimes. Pommes séchées, 22 centimes. Patates douces, 10 centimes. Une courge, 6 centimes. Une pastèque, 2 centimes. Essais tous inconcluants. J'avalais somme toute bel et bien $8,74. Pourtant, je ne divulguerais point éhontément mon indignité si j'ignorais que mes lecteurs sont eux aussi dignes de blâme dans l'ensemble, et que leur conduite ne ferait pas meilleure figure que la mienne sur papier. J'avais parfois bonne pêche pour le souper l'année suivante, et j'allais même jusqu'à faire la peau un jour à la marmotte qui dévastait mon plant de haricots. De quoi servir à sa transmigration, de dire un tartare, que je dévorais par après, en partie pour y goûter. Mais encore qu'elle me procurât du plaisir, en dépit de son arrière-goût musqué, je voyais bien que d'en prendre davantage tiendrait d'une mauvaise habitude à terme. Ferait-on même apprêter ces marmottes par le boucher du village? Les vêtements et quelques autres faux frais à la même date, bien que l'on n'en puisse à peine rien déduire, égalaient $8,40 3/4. Huile et ustensiles, $2. En sorte que l'entièreté des charges courantes, lesquelles sont en ce pays toutes les façons qu'a l'argent de s'envoler, hormis la lessive et le reprisage confié à l'extérieur, et dont les factures me doivent parvenir encore, donnait maison, $28,12 et demi, ferme à l'année, $14,72 et demi, 8 mois de vivres, $8,74, 8 mois de vêtements, etc., $8,40 3/4, 8 mois d'huile, etc., $2. Au total, $61,99 3/4. Je me tourne maintenant vers ceux-là de mes lecteurs qui ont à gagner leur vie. J'ai écoulé de ma production agricole pour y satisfaire $23,44, gain journalier $13,34, en tout $36,78, qui, soustrait à la somme des dépenses, nous laisse avec un solde de $25,21 3/4 d'un côté, tout près d'équivaloir au moyen à ma première disposition comme aussi aux frais occasionnés, et de l'autre, indépendamment des récréations, de l'indépendance et la bonne santé garantie, un toit confortable pour le temps qu'il me plaira d'y rester. Vous tenez ici un condensé des aspects matériels de l'expérience Walden. On se l'imagine un genre d'homme bien trempé, comme de le dépeindre au Thorne. Bien fait, mais pas grand, un nez aquilin prononcé et franchement porté au sérieux. L'on risquerait à sa rencontre de le croire un camelot, voire quelque invétéré couche dehors. Ses vêtements froissés, son chapeau cabossé, son pantalon de velours côtelé, ses chaussures éculées n'étaient pas pour avoir fière allure. Pour ce qui est d'autres circonstances de sa vie, une lettre méconnue de 1847, écrite en réponse à quelques circulaires reçus de Harvard en quête de la promotion de 1837, a tout son intérêt. On y lit de manière on ne peut plus caractéristique « Je ne suis pas marié. Je ne sais pas dans mon cas s'il est question de profession, métier ou que sais-je encore. Je n'y suis pas formé, et j'en ai eu la pratique à chaque fois sur le tas avant que de m'en instruire. Je me suis occupé moi-même de l'aspect commercial. Il n'est pas seul, mais s'appelle Légion. Je vous livre du monstre certaines de ses têtes. Je suis maître d'école, précepteur, arpenteur, jardinier, fermier, peintre en bâtiment s'entend, charpentier, maçon journalier, fabricant de crayons et papier de verre, écrivain et rimailleur à mes heures perdues. Joueriez-vous le rôle de Iolaos pour marquer l'une quelconque de ces têtes au fer rouge que je vous en saurai gré amplement? Il est de mon emploi du moment de répondre comme attendu aux vagues sollicitations du genre de la publication ci-avant. Jugez-je bon de le faire naturellement, ce qui n'est pas pour être le cas tous les jours, maintenant que j'ai trouvé à vivre exempt de ce que d'ordinaire on appelle industrie ou emploi, quelque attrayant qu'il puisse être. Me tenir au mieux de ma forme et prêt à tout sur la terre comme au ciel est en réalité de tous mes emplois le plus stable, s'il en est. Ces 2-3 dernières années, j'ai habité le bois de Concorde en solitaire dans une maison construite entièrement de mes mains à plus d'1,5 km environ du premier voisin. PS, je pris la classe de ne point me regarder comme un objet de pitié, et s'ils s'en trouvent jamais pour me faire part de ce qu'ils sont en mal de conseils financiers, je m'engagerai à les assister personnellement de suggestions de plus grande valeur qu'aucun argent. Le post-scriptum donne évidemment le fond du propos. Nous nous tournons similairement dans le Walden non vers l'état de ses finances, tout aussi intéressant qu'il fût, mais au vrai, du côté de ces pages de plus grande valeur qu'aucun argent. Ces histoires de centimes et dollars sombrent dans l'insignifiance en regard de ceux-ci. J'ai subsisté 5 années durant à travailler de mes seules mains, et je réalisais qu'à m'employer à la tâche près de 6 semaines à l'année, je parvenais à couvrir l'ensemble des dépenses journalières. J'avais les hivers tout entiers à ma discrétion pour étudier, comme aussi le plus gros de mes étés.
Je me suis appliqué ferme à l'enseignement et me suis aperçu de ce que mes frais étaient à égale proportion de mon salaire, ou disproportion plutôt, astreint comme je l'étais à m'habiller et me conformer, pour ne pas dire penser et croire bien comme il faut. Et j'y ai perdu mon temps au change. Comme j'enseignais non au profit de mes semblables, mais pour ma subsistance, l'entreprise a échoué. J'ai cherché à apprendre métier, seulement je me rendais compte de ce qu'il me faudrait bien attendre une décade avant même que d'y faire mes débuts, et qu'à l'évidence je m'en irais au diable d'ici là. Je redoutais en réalité d'en venir à mener rondement mes affaires, comme on dit. Comme j'avais une préférence pour certaines choses et prisais ma liberté plus que tout, et puisque j'en savais voir de dur et me tirer d'affaire en toute occasion, il n'était pas dans mon intention de rien perdre de mon temps à m'obtenir ou riche broderie ou quelque autre jolie pièce de mobilier, ou mets raffinés ou résidence dans le style grec ou gothique. Je suis certain, en définitive, tout à la fois par la pratique et mes convictions personnelles, de ce que vivre ici-bas n'est pas la mer à boire, mais un réel plaisir, pour peu que l'on vive d'intelligence et sobriété. Ainsi les aspirations des nations du monde les plus modestes donnent-elles de quoi se divertir aux plus fausses. Il n'est pas dit qu'il faille qu'un homme gagne sa vie à la sueur de son front, à moins qu'il ne sût à plus grosse goutte que moi. Il se promet loisir et liberté. Thoreau énonce en d'autres termes ce à quoi beaucoup ont songé parmi nous, qu'il nous faut troquer de notre vie pour ce qu'on en pourrait obtenir, quantité d'heures, jours, mois et années en retour de telle ou telle autre chose encore. Et comme l'homme s'en ressent et travaille à satisfaire à ses envies, ses désirs augmentent eux aussi. Plus à proportion que ses besoins s'accroissent, sa vie se perd à son tour en caprices interminables. Thoreau de dire « le coût d'une chose est la somme requise à échéance ou sur le champ, au prix de ce que j'appellerais la vie ». Voilà en clair qui est dit. Thoreau exclut tout désir, sinon celui-là de se promettre loisir et liberté. Swift et Thoreau se sont opposés diamétralement sur un point. Swift est d'avis que, de nous refuser aux choses, faire obstacle à nos désirs de toujours, revenait peu ou prou à s'en amputer pour trouver chaussure à son pied. Thoreau entreprit de n'avoir le désir de rien, de borner partout ses envies. Sa réponse à Swift eût été que l'homme apprit à marcher pieds nus. Instruit de ce que le premier pas importe avant tout, il a résisté à la force des choses. Étudiant ainsi la question d'un logement, il réfléchit en quelque endroit du Walden à l'idée d'occuper un genre de réduit en lequel s'abriter les nuits de mauvais temps, et de se passer de structure du même coup. Il soutient, comme chacun de le prétendre également, qu'à quelque affaire qu'un homme se laisse aller, une chaîne d'événements se déroule aussitôt qui ne connaît pas de fin. L'horizon des attentes, c'est être plein de l'idée d'un chez-soi. Demeure à valeur de bonheur. On peut bien avoir fondé un foyer, mais voilà que s'ouvrent dès l'abord de nouvelles perspectives. L'idée s'est imposée comme une évidence à notre homme, qui déjà n'y pense plus. D'autres objets accaparent son horizon mental. Mobilier, jardinet, tondeuse, dispositif d'arrosage, transat, piano mécanique, phonographe, bouquin. Thoreau entendait qu'un homme se préoccupât de soi en priorité. Cependant qu'elle a modernisé nos foyers, la civilisation n'a pas transformé de la même façon les hommes qui les doivent habiter. Et de nouveau, si les aspirations du civilisé n'ont pas d'autre mérite que celles-là du sauvage, s'il emploie le plus clair de son temps à ne rien s'assurer que les nécessités et conforts les plus triviaux, pourquoi diantre serait-on logé à meilleure enseigne? Le fait est, bien sûr, que le plus grand nombre se montre incapable d'aucun renoncement aussi respectable. Nous avons comme ajouté foi aujourd'hui à ce que, au contraire, toute ascèse, toute privation exprime en soi le mal par excellence, et qu'une vie meilleure doit venir aux générations autrement assouvies que retenues dans leurs désirs bestiaux, sitôt le lot, non plus de l'une ou l'autre classe, mais d'elles toutes. La manie de posséder. Mais écoutez bien Thoreau. Il n'est pas jongleur de morale. La manie de posséder, d'estimer un homme à hauteur de ses richesses, est une idolâtrie détestable, d'après lui. Les hommes ne seront des hommes, affirme-t-il, qu'au jour où l'on saura faire l'économie des choses pour embrasser une réserve absolue, une rigoureuse et plus que spartiate sobriété de moyens, comme aussi des intentions plus nobles. Il affirme « Notre vie se perd dans les détails. Un homme honnête n'a tout juste besoin que de ses 10 doigts pour compter, qu'il peut compléter sinon de ses 10 orteils au pied aller, et puis fit du reste. Simplicité, simplicité, simplicité. Que tout au plus vos affaires se chiffrent à 2 ou 3, que dis-je, et non la centaine ou le millier. De préférence au million, faites aller avec une demi-douzaine, et tenez vos comptes sur le bout des doigts. Au milieu de cette mer rouleuse de la civilisation, nuages, tempêtes et sables mouvants sont tels, comme aussi les 1001 éléments dont se garer, qu'il importe à un homme de vivre à l'estime s'il tient à ne point faire naufrage ni couler à pic et relâcher à bon port. Et celui-là est sans conteste un capitaine illustre qui en réchappe. Simplifiez, simplifiez,
À défaut de 3 repas, n'en prenez qu'un par jour s'il le faut, et 5 plats en place d'une centaine, puis diminuez le reste à mesure. Et voici encore dans un autre passage qu'eût pu écrire Carlyle en personne: « Pourquoi devrait-on vivre en semblable hâte et pure perte ? L'on se décide à crever la faim avant que d'être même en appétit. Il est dit qu'un point à temps en épargne 9, aussi s'en applique-t-on 1000 aujourd'hui pour s'en éviter 9 le jour d'après. Quant au travail, il n'en est pas un qui vaille. L'on est pris de la danse de Saint-Guy, et impossible alors de garder la tête en place. Irais-je des fois tirer la corde à la paroisse comme pour un incendie sans toutefois donner l'alarme, que l'on aurait peine à trouver au sortir de Concorde un seul fermier au champ, femme comme enfant je dirais même, qui ne laisserait pas tout en plan pour s'en enquérir, au mépris de la somme de travail donnée volontiers pour excuse le matin même, non tant pour sauver la propriété des flammes, qu'on se le dise, que l'avoir brûlée de plus belle, puisqu'enfin il en va ainsi, et que l'on n'y a point mis le feu soi-même évidemment, ou sinon pour le regarder éteindre, et prêter main forte, si encore il s'en fait un aussi joli spectacle. Et oui, s'agirait-il de la paroisse elle-même? Il en est peu qui siestent une demi-heure après les repas, mais voilà qu'au moment de se lever, on redresse la tête pour s'enquérir du nouveau, comme si l'humanité tout entière avait eu l'œil aux aguets à leur place. Nietzsche, qui entendait que l'homme appris à transcender la morale et substitua la vertu et sa propre nature au conformisme et l'hypocrisie, eût sans doute compris Thoreau. Quand d'une autre on ne souffle mot, sans gêne aucune on débat ouvertement des expressions de la sensualité. Nous nous sommes avilis à tel point que nous ne savons faire même la simple mention des fonctions primordiales de notre nature. Dans les premiers temps, on devisait avec révérence de chacune de ces fonctions que régissait la loi en certains pays. Il n'était rien pour le législateur qui fût par trop grossier et quelque vulgaire qu'apparaisse la chose aujourd'hui. Il enseigne entre autres choses à manger, boire, cohabiter, déféquer comme uriner, magnifiant ses grossièretés et ne cherche point à s'en faire excuser en prétextant de leur mauvais goût. Thoreau voyageur. Plus d'un s'en est allé par la suite autour du monde qui en a vu moins pourtant que ne l'a fait Thoreau dans sa semaine sur la Concorde et le Merrimack. Encore que nos grands voyageurs en aient rempli quantité d'autres feuillets. J'ouvre ma copie du livre, lequel contient 7 parties dévolues à chacun des jours de la semaine, pour retrouver soulignages et remarques en notes à chaque page. Je range le volume aux côtés du voyage d'un naturaliste autour du monde de Darwin. Les écrits de Thoreau ayant pour eux d'être en effet, comme ceux-là de Darwin, d'une inspiration comme originalité indescriptible. Dans ce livre, Une semaine, il s'adresse non au lecteur averti, mais au grand public, avec une plume admirablement lucide et sans prétention, et s'y montre toujours passionnant. Je n'ai connaissance d'aucun journal d'expédition scientifique aussi délassant. Il y affiche une force et justesse d'expression remarquables. Que la ligne directrice de son existence fut la conviction profonde que la connaissance ne revenait pas seulement aux hommes de science, mais au genre humain dans son ensemble, vaut pour lui à peu de choses près comme il en allait pour Huxley. Et cela en considération de ses avantages matériels non seulement, mais également et même plus encore, pour sa valeur intellectuelle. Commençons par ce que j'appelais plus haut une plume sans prétention. D'entre vous qui l'avez lu, combien se sont assis déjà qui, plume en main, emplis de la volonté d'écrire, ont baissé les bras en désespoir de cause, à défaut de savoir s'y prendre, et même avant qu'un mot ne se trouvât sur la page? J'attire votre attention sur le paragraphe d'ouverture de la brève traversée, il est sans pareil. Samedi, au dernier jour d'août 1839, tous les 2 frères et natifs de Concorde, nous levions l'ancre enfin de cette escale fluviale. Concorde est sur cette terre, lui aussi, en effet, un port de relâche et point de partance pour le corps et l'âme des hommes. Berge à tout le moins exonérée de droit, mais dont un honnête homme s'acquittera volontiers. Une fraîche bruine avait brouillé la matinée, qui menaçait de retarder notre voyage. Cependant, feuilles comme herbage avaient séché finalement, et une douce après-midi en sortait aussi calme et pure que si la nature eût mûri quelque important dessein de son fait. Après ce long ruissellement échappé de tous ses pores, elle se prit à respirer de nouveau plus sainement que jamais. D'un seul élan nous avons mis alors le bateau à flot depuis la rive, cependant qu'Iris et Roseau nous souhaitaient bon vent, pour ensuite redescendre le courant paisiblement. Quiconque espère écrire dans la même veine verra qu'il a du pain sur la planche. Voilà qui illustre assez bien son propre passage sur le style, lequel affirme dans le même ouvrage « Fin prêt ». L'écrivain s'empare de la plume et s'écrie « En avant l'Alamo et Fanning !» Sur quoi la bataille se met à gronder. Remparts et barricades semblent se dresser d'eux-mêmes. Mais la charge même la plus rapide n'a rien d'une ébauche au final, et lecteurs, vous ni moi au moins n'y prendront part. Le Christ, Nietzsche et Thoreau. Il est autant de preuves, selon moi, que, le trio pourrait-il seulement faire connaissance, le père de la chrétienté, Nietzsche et Thoreau côte à côte, se comprendraient et rejoindraient sur l'essentiel des questions pour s'accorder en substance. Un rigoriste buté y trouverait à redire, mais qu'importe.
Toujours est-il que le Nazaréen, lequel disait le sabbat fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et n'avait que faire des simples casuistes, adorerait ce qui vient. Un pasteur qui menait une triste rosse aux écuries d'un temple d'entre les vallons du New Hampshire me reprenait un jour parce que, en place de l'église, j'allais sur le chemin de la montagne en ce jour du Seigneur, cependant que j'aurais poussé plus avant que lui alors, comme aussi bien en n'importe quelle autre occasion, pour entendre énoncer une seule parole qui fût véridique. Il déclara que j'enfreignais le 4e commandement du Seigneur et, sur un ton sépulcral, entreprit d'énumérer les malheurs qu'il avait assaillis toutes les fois qu'il s'était mis à son ouvrage ordinaire un dimanche. Il pensait pour de vrai qu'un Dieu veillait au grain qui houspillait quiconque faisait œuvre impie à cette date, et manquait de comprendre que la faute en était à sa mauvaise conscience d'ouvrier. Le pays foisonne de cette superstition, de sorte qu'à l'entrée d'un village, l'Église donne l'impression, par association non seulement, mais dans les faits également, d'y être le bâtiment le plus repoussant, en ce qu'il est celui-là même où la nature humaine s'abaisse et dégrade le plus. Sans doute les temples de cet ordre laisseront-ils sous peu d'enlaidir le paysage. Ferais-je la demande auprès du pasteur de Middlesex pour que l'on m'autorisât de monter en chair le dimanche, qu'il s'y opposerait, pour la raison que je ne prie pas à son imitation, ou alors que je ne suis pas dans les ordres. Mais que diable est-ce donc que cela? Il n'y a pas aujourd'hui de si grande impiété, en vérité, que de prier, observer le sabbat et rénover les églises. Le chasseur de phoques du Pacifique Sud prêche doctrine plus sensée. L'Église est un genre d'hôpital de l'âme humaine, envahi d'autant de bonimenteurs qu'en dénombre l'hôpital des corps. Les patients y vivent à la manière des pensionnaires du refuge ou du havre du marin, où l'on peut voir en plein air un cortège entier d'infirmes bigots les jours de grand beau. Que l'appréhension d'y être peut-être lui-même en résidence un jour ne décourage un homme de cœur de ses heureux efforts. Quoiqu'il se remémore les malades à leur dernière extrémité, qu'il ne regarde plus avant à sa fin. Pareille adoration de pagode retourne le cœur. On croirait au coup de gong est un obscur temple hindou. Il se peut bien que les propos du pasteur prennent racine dans de sombres tréfonds et oubliettes, mais non point sous le soleil d'aucun endroit du monde que je connaisse. Le tintement de la cloche du sabbat qui s'en vient mourir au loin contre la berge n'évoque rien qui vaille, sinon mélancolie et mauvais souvenirs. Nous rasseyons les pagaies inconsciemment, puis nous abandonnons à quelques rares humeurs méditatives. On croirait entendre différents catéchismes et saintes écritures carillonner leur fausseté de par le monde. Thoreau tenait la religion véritable. Thoreau tenait dans les faits cette religion véritable qui fait ressentir à l'homme que le monde est bon. Aussi l'argumentaire destiné à faire un converti du pessimiste lui était-il inutile sous tout rapport. Il se savait une affinité spirituelle avec son environnement. Il voyait la vie, la chaleur et la pureté partout manifestes. Ce monde auquel il prenait une part désintéressée, il le trouvait beau. Tous ces parages qui valaient amplement le détour. Les credos lui paraissaient insensés pour cette raison même. Sa foi profonde ne tient pas davantage à sa confession, que ne sont un article de foi les croyances propres à un homme. Ces dernières ne sont jamais délibérées. C'est à elles qu'il doit de garder le sourire et vivre aussi hardiment. Et cependant, il se retient avec angoisse comme à un fil, croyant y trouver son compte parce que son encre de salut ne racle pas. Dans la religion du plus grand nombre, les liens qui leur devraient servir d'ombilic et les rattacher au divin tiennent davantage du fil qu'empoignaient les complices de Cylon au sortir du temple de Minerve, lassés par l'autre bout à la sculpture de la déesse. Mais dans leur situation, comme bien souvent, à trop le tendre on brise le fil, et les voilà maintenant qui se retrouvent privés d'asile. À trop le tendre on brise le fil, un passage remarquable s'il en est. Il renvoie au temps de saint Augustin, ou le nôtre, lorsqu'a priori ce qui trop souvent n'est qu'un conseil de perfection tient lieu de christianisme, un fil tendu à se rompre à force d'incertitude et désarroi, de vieilles formes de gouvernements à bois, de corruption morale de tous bords. Ils savent bien qu'une religion n'est pas ce qu'on en dit, ces hommes de raison, laquelle n'est à vrai dire que l'ombre d'elle-même. Thoreau leur plaît beaucoup. Il existe entre eux une connivence parfaite, vu qu'il en va aujourd'hui comme d'hier, et qu'il ne laisse y avoir tout un concert de solutions miracles et folles opinions pour nous enjoindre d'atteindre par 1000 portes différentes à 100 paradis contraires. Le récit de sa semaine sur la Concorde et le Merrimack nous donne à cheminer comme de compagnie avec un bon ami. Les références aux paysages y sont nombreuses naturellement, et l'histoire nous fait part du souvenir des différents lieux parcourus. Thoreau ne jabote pas comme de le faire ce monsieur là-bas qui, depuis son autocar, attire l'attention non moins fortissimo au mégaphone sur quelques plaques en fonte commémoratives ou cathédrales de marbre. Il n'est pas trace chez lui de cette désobligeante condescendance à l'endroit du paysage. Nous avons à la place un compagnon de route qui pense à voix haute. Vous tenez là un homme qui fait preuve de logique et d'allant. On en reçoit des renseignements de première main. Lui prend-il des envies de discuter ou de vagabond, ou d'éducation, de religion, de réussite encore, qu'il nous partage ses idées.
cependant que l'on survolerait l'Everest. La semaine sur la Concorde. Je me suis saisi de l'ouvrage « Une semaine sur la Concorde et le Merrimack » ouvert à la page 55. Il appartient à ces livres qui se peuvent prendre au petit bonheur avec la pleine assurance de ce que l'on aura sous les yeux quelque chose de captivant. Mes yeux s'arrêtent sur le passage où, de manière à contourner les chutes à Billerica, on détournait le bachot sur le canal, ce jour-là un dimanche. Ils passent alors par-dessous le pont voisin de Chelmsford et voient une clique de jeunes qui musardent à hauteur d'un ponceau. Là-dessus, le ton est donné. Le chroniqueur lambda noircirait des pages entières de détails de second ordre sur le bourg, informations qui se pourraient glaner sans peine contre courrier au préposé local au tourisme. Taureau, non pas tant. C'est l'homme qui l'intéresse. Ces gamins sont là, une journée entière devant eux, à ne savoir que faire de leur temps. Ils s'accotaient au parapet impudemment pour se mêler de nos affaires. Nous retînmes toutefois le regard du premier, que nous fixions jusqu'à ce qu'il en fût clairement interdit. Non pas que l'on fît bonne contenance nécessairement, mais parce que survivait au-dedans de lui, comme un semblant de vergogne qui l'a désarmé. Et puis un bout plus loin. Cependant que nous passions le dernier pont du canal, juste avant que de toucher au Merrimack, le petit monde s'est arrêté au sortir de la messe pour nous prendre de haut. Puis, comme à l'évidence des habitudes ont la vie dure, il se prenait à nous considérer bien peu chrétiennement. Pourtant, nous sommes des plus fidèles à l'observance de cette sublime journée ensoleillée. Ainsi va le leitmotiv, la dominante. Une perspective de s'ouvrir alors, et le débat se porte sur la religion, les convenances, l'autorité comme la respectabilité. Il est tout entier en faveur de la modestie. Il se refuse à tremper dans aucune théologie à visage humain. Quantité de personnes à qui je m'adresse, affirme-t-il, hommes et femmes même d'un certain génie et caractère, ont de l'univers une idée toute faite, ma foi bien dure à entendre, et même bonne à mettre au feu, pour sûr moisie et vermoulue, et qu'ils vous mettent en travers à la première occasion. Vieux et croulant bâtis de bois aux lattes entièrement délabrées. Ces gens-là ne marchent pas qu'ils n'aient pris d'abord leur lit avec eux. Nombre de ces choses et rapprochements qui me paraissent abusifs et insignifiants sont pour eux tranchés de toute éternité, comme aussi les noms du Père, du Fils, du Saint-Esprit et compagnie. Elles leur tiennent lieu de collines éternelles. Pourtant, jamais dans mes errances je ne leur ai trouvé la plus petite ombre de vérité. Elles n'ont laissé aucune trace après elles aussi nette que cette fine fleur d'époque géologique antérieure en mon poêle à charbon. Le plus avisé des hommes ne prêche aucune doctrine, n'a de formule, ni ne voit non plus de fête ou toile d'araignée contre le ciel. Le ciel est d'un bleu d'azur. Entretenez-moi des monts de la Lune ou des mesures du cosmos, et peut-être qu'alors je vous croirai. Mais des secrètes origines du Tout-Puissant, et moi de vous dire alors insensé. Nous disposons bien néanmoins d'un genre de généalogie de notre Dieu, comme les Tahitiens des leurs, que l'imagination inventive de quelques vieux poètes nous impose comme dure vérité immuable et parole de Dieu en personne. Un abrégé de ces vues religieuses. Aussi suis-je d'avis que l'on pourrait abréger les vues de Taureau comme suit. La religion n'a aucunement pour vocation de trouver réponse à certains questionnements, mais bien de façonner des hommes d'un mérite certain. Notez encore ceci. En dépit de l'apparente faveur unanime dont jouit le Nouveau Testament, et même de la ferveur employée à sa défense, les vérités qui s'y disent n'ont pas bon accueil, et il n'est pour elles pas la moindre considération. Je n'ai connaissance d'aucun ouvrage qui ait si peu de lecteurs. Il n'en est pas de plus authentiquement curieux, sacrilège et impopulaire. Pour les chrétiens, non moins que les Grecs et les Juifs, il est absurde et gênant. On y trouve en effet de ces choses sérieuses qui jamais ne se devraient répéter à voix haute plus d'une fois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Souvenez-vous-en bien, Yankee. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Imaginez donc sans faire l'écho en présence d'un auditoire de la Nouvelle-Angleterre. Par 3, 4, 15 fois jusqu'à remplir de prêches 3 barils en leur plein. Qui saurait en donner lecture de vive voix et sans prétention? Qui, sans faire de manière, saurait y prêter l'oreille et ne quitterait pas le temple? Jamais on ne les a lus, ni jamais entendus non plus. Qu'une seule de ces phrases fût déclamée au plus juste, n'importe de quelle chaire du pays, et alors il ne resterait plus pierre sur pierre du temple en cause. Sa conception d'un bon livre. Il s'ensuit quelques pages plus loin, des livres qui procurent, non de molles plaisirs, mais dont chacune des pensées est d'une audace hors du commun, et telle que ne sauraient les lire les fainéants ni les peureux s'en divertir.
et qui nous rendent même dangereux pour les institutions actuelles. Voilà pour moi ce que j'appelle des bons livres. De quoi suffire à le faire accuser de chacun des maîtres Pangloss du Maine à la Californie, sans oublier aussi de tous ces défenseurs autoproclamés de la morale publique qui voient le mal pour ce qu'il leur tombe comme un voile sur les yeux. Il est 2 points qui devraient transparaître nettement à ce stade. Tout d'abord, on voit bien que Thoreau était sensible à la vie en elle-même, au contraire d'une existence au rabais, d'un vulgaire exposé de la vie. Par son entrain à toucher aux choses, il regardait lui-même au lieu de se ranger à l'opinion de ceux qui en ont vu et fait aussi, il est le frère de sang de Richard Jefferies. Il témoigne comme lui d'une finesse exceptionnelle, d'une rare intensité. Il élabore sa philosophie de toute pièce à la manière d'un Cunningham Graham ou W. H. Hudson, ou comme de le faire encore ces bons vieux Isaac Walton et Gilbert. Encore qu'il voyage, ses aventures sont toutes périples de l'âme en second lieu. Que les paysages défilent compte pour rien, n'a d'incidence ni de sens, parce qu'en quelque lieu que l'on se trouve, la même personne est toujours du voyage. De dire « je posais le pied en ce jour sur le rocher d'où Hennepin le premier a vu le Niagara » ne rime à rien. Mais consigner une idée, comme d'écrire par exemple d'un grinçant mais le tout qui s'immiscerait dans vos pensées, j'avoue avoir une sainte horreur qu'on m'ennuie, c'est là tout dire. Il est donné à tout le monde de changer d'horizon, assurément, comme aussi de latitude et longitude. Seulement, il en est peu qui se trouvent en position de juger de première importance que l'on put cheminer chacun à son rythme et d'après ses propres moyens et préférences. Aussi, pareille attitude amène-t-elle au nietzschéisme finalement, par lequel un individu se donne les moyens de parvenir à répondre de soi, tenir son compte à soi, et décider de ses actes selon ses désaveux et assentiments personnels. Liriez-vous ces voyages au Minnesota, randonnées au Mont Blanc du New Hampshire, excursions dans les forêts du Maine, semaines de marche au Canada, que vous y chercheriez des prouesses athlétiques en pure perte. Il n'est pas de ces caméléons qui se teintent des couleurs du milieu et s'acclimatent à leur nouvel environnement sur le tas. Son unique épisode romanesque est relaté à la va-vite. Il survenait aux environs de sa visite au Cap aux Morues. Comme on avait dévalisé la banque de Provincetown, la police portait des soupçons sur son acolyte et lui. Et chaque jour, leur périple était tenu à l'œil par les officiers. À Wellfleet encore, Thoreau et son camarade faisaient visite en sa cahute à quelques vieux pêcheurs d'huîtres, le fils attardé duquel résolut de s'emparer d'une arme à feu et descendre ces maudits bouquinistes toujours à causer de livres. Quant à son génie de la description, j'ai peine à voir comment illustrer au mieux ce dont il est capable au passage, sauf en citant ses impressions de la basilique Notre-Dame de Montréal. Elle paraissait en 1853 dans le magazine de Putnam. Elle donnait l'impression d'une grotte immense en pleine ville. Et qu'était-ce que ces hôtels et dorures une fois entrés, sinon des stalactites étincelantes dont le silence et la pénombre disposaient à de mûres et graves réflexions. Une grotte pareille à 2 pas, et qu'il est possible d'aller visiter à toute heure, vaut bien 1000 de nos temples ouverts les seuls dimanches, tout juste assez longtemps pour faire un tour, et bondé après quoi d'une bruyante cohorte de fidèles. Une église où le prêtre vient au second plan, au-dedans de laquelle on se livre à ses prêches personnelles, et où l'univers qui s'y recueille se fait entendre. Nous n'en voyons pas l'utilité à Concorde, cela ne fait pas question. Nos forêts tiennent leur place, église autrement plus imposante et sacrée. Je ne songe pas uniquement à son importance pour la religion, mais la philosophie et la poésie également. Disposer en chaque ville d'un pensoir en plus d'un salon de lecture, le temps est proche peut-être où les habitations elles-mêmes comprendront chacune une chambre à coucher et salle à manger. Un salon et parloir non seulement, mais leur pensoir tout aussi bien, que les architectes ajouteront à leur croquis. Qu'ils se meublent et garnissent alors à loisir de tout ce qui porte activement la fantaisie. Je n'y trouverais rien à redire. L'inspiration des ouailles sacrerait-elle l'eau bénite elle-même, ou bien quelque autre modeste symbole encore. D'une description magnifique. La seconde et magnifique description de la solitude des forêts du Maine est tirée de l'essai paru dans le magazine de l'Union en 1848, Gtadn et les forêts du Maine, que voici. Peut-être mesurai-je plus entièrement encore dans ma descente de ce versant de la montagne qu'il s'agissait là de la nature, ou n'importe le nom que lui prêtent sinon les hommes, vierges, sauvages et à jamais imprenables. Nous traversions les terres brûlées par la foudre sans doute, quoiqu'elles ne montrassent le signe d'aucun incendie récent, ni guère plus qu'un tronc calciné. Elles faisaient avant tout l'effet de pâtures naturelles à élans et chevreuils, prodigieusement brutes et désertes, avec, à l'occasion, quelques trains de bois qui les franchissaient, et quelques petits peupliers naissants et buissons de myrtilles pour les parsemer. J'y passais à mon aise comme au travers d'une prairie en démence, ou défrichée de moitié par l'homme. À mesure que je considérais ce que l'homme, les frères et sœurs et les proches parents de notre race en ont fait et retranché,
Je m'attendais à ce qu'en bondît le propriétaire pour me refuser le passage. On a peine à concevoir un endroit que l'homme n'habite pas. On présume d'ordinaire en tout lieu de sa présence et influence. Et pourtant on ne sait rien de la nature sauvage, à moins qu'on ne l'ait vue aussi vaste, morne et inhospitalière, encore que dans le giron des villes. Semblable succession d'arbres à perte de vue est ce qui surprend le plus dans les étendues sauvages du Maine, lesquelles comptent moins de percées et clairières qu'on ne leur en pensait. À l'exception des brûlages épars, des tronçons de rivières encaissées, de la cime des pics dénudés et des lacs et ruisselets, la forêt n'en finit pas. Elle est plus sombre et sauvage encore qu'on ne le croyait, une région humide et obscure, tout inondée et bourbeuse au printemps. Qui saura décrire l'inénarrable douceur et pérennité de la sinistre forêt, où la nature, fût-on à la mi-hiver, est à jamais dans son printemps, et dans laquelle, couverts de mousse et pourrissant, les arbres jamais ne vieillissent, lesquels paraissent goûter à une jouvence éternelle, et l'heureuse et candide nature, comme un enfant consolé, est par trop aux anges pour laisser deviner ne serait-ce qu'un bruit, si ce n'est d'oiseaux qui sifflotent et pépient, et de rivelets qui soupirent. Je suis tenté de donner 2 autres extraits. Il est évident avec ce qui suit que notre homme était sur le qui-vive, l'œil à tout. Dickens n'a pas mieux fait lui-même. Il s'agit du portrait d'une belle journée de vent sur la Concorde. Les vagues y sont toutes agitées par le vent, qui conserve sa fraîcheur à la nature, chassant l'embrun au visage, pliant joncs et roseaux. Des canards par centaines, gênés par le ressac et la bourrasque, sont là près de ces lancers qui, claquetant et sifflotant à la manière des cargueurs, vont tout droit leur chemin au Labrador, ailes rabattues au-devant de l'âpre bise et voletant sinon en rond d'abord, dodelinant à toutes pattes à peine à fleur d'écume pour s'y reconnaître avant de quitter les parages. Des mouettes tournoient dans le ciel. Des rats musqués nagent aux prises avec la vie, trempes et glacés, sans feu que l'on sache où se réchauffer. Leurs abris de fortune à la dérive de tous côtés, pareils à des fétus de foin. Et des souris, et des taupes, et des mésanges tout le long de la berge venteuse et baignée de lumière. Des érelles emportées à tout vent sur la houle et jetées à même la rive, leurs frêles esquifs rencognés d'entre les zones. Ce véritable tumulte en la nature atteste que le jour dernier n'est pas arrivé encore. Tout autour, les aunes s'élancent, et les bouleaux, et les chênes, et les érables, emplis de joie comme de sève, leurs bourgeons hors d'atteinte, jusqu'à temps que les eaux reculent. On voit bien ici le ravissement. Notre homme a vu de ses yeux toutes ces choses-là, et se laisse emporter par elles. Je dois me rendre, pour l'égaler, au chapitre 36e de Martin Chuzzlewit, et reprendre le morceau mémorable de l'arrivée en ville de Tom Pinch. Y voir clair. En fin de compte, et abstraction faite peut-être des imprévus, les hommes partagent une expérience identique, à tout prendre. D'aucuns ont su par endroits se dépêtrer de la toile qui nous enserre pour beaucoup. Fût-ce par résolution ou courage, ils se sont rendus à l'évidence, ont dissipé les illusions de l'existence, puis en sont revenus. L'immense majorité accepte en aveugle, et sans maudire en quelque sorte, tous les dehors sous lesquels le monde se présente à elle. Elle étouffe sous l'accablant fardeau peut-être, mais ne croit pas imaginable d'en pouvoir secouer les chaînes pesantes pour se délivrer. Elle n'ose pas même se représenter la vie ainsi vécue autrement que parfaite. Elle ment à la face du monde et s'en fait à croire. Elle ne sait pas davantage échapper à l'envoûtement des conventions, coutumes et croyances que ne pouvait s'évader Merlin de la prison d'air ourdie par Viviane. Elle ne se doute pas même que l'attrait des usages, de la société comme des hommes, se réclame de la médiocrité la plus totale et ne suscite rien qui élève ou l'âme ou l'esprit. Que dans le secret de son cœur, le moins méditatif des hommes regarde avec insatisfaction à son existence est un fait. Il considère l'intuition même la plus sacrée, la famille, sous le couvert de la défiance, et se réjouit bien d'inventer une excuse n'importe combien idiote pour échapper à son emprise. De là l'immense popularité des loges en notre pays, qui offrent un bon prétexte en effet pour se dérober un moment à la morosité du ménage. Seulement, coutumier du mensonge et de la tromperie, un homme ne l'admettra pas facilement. Autrement décidé à hurler à la lune, il se satisfera des beaux sentiments de fraternité, charité et communion. Au banc non plus que sur les chaises des fraternités secrètes, je n'ai rencontré d'hommes qui fussent bien trempés, amateurs de livres, hommes à principe ou de quelque envergure. Dans une large mesure, ces membres ne sont pas davantage de première jeunesse. À considérer les traits du visage de mes confrères, j'ai remarqué combien les leurs étaient au vrai ceux-là d'hommes qui étaient passés d'un désespoir à l'autre. L'ennui mortel du foyer leur avait été de trop. Le beau parleur Chotocan vient aux femmes en véritable envoyé du ciel pour la même raison. Elles trouvent aux platitudes du propos, comme aux inepties conventionnelles de l'orateur, de quoi se consoler un peu du vide au logis. S'agissant de la seconde institution sacrée, la sainteté du mariage, il ne sert de rien d'aller chercher bien loin pour deviner comme une discrète remise en cause de ses joies. L'accusation est sans conteste fausse.
si l'on peut dire. Il n'empêche qu'il suffit de juger de l'empressement que mettent les gens à se ruer aux articles sur l'affaire Tow ou le dossier Arbuckle, à se presser aux portes du théâtre lorsque l'on y représente un triangle amoureux sur les planches, à prêter encore l'oreille dans le compartiment fumeur ou le hall d'hôtel aux histoires grivoises, pour en arriver à la conclusion de ce que les liens du mariage passent communément pour des entraves. Quand je dis lien du mariage, par là j'entends surtout notre fâcheuse habitude du moment d'assujettir un couple à d'indissolubles attaches, et défendre à l'une comme à l'autre des parties contractantes de jouir de la compagnie ou l'amitié d'aucun des deux sexes. Le mari qui a ses propres amis à côté de son épouse n'est pas un vulgaire coquin nécessairement, un vieux scélérat comme un gredin, ni son épouse une messaline pour ce qu'elle trouve d'amitié et d'écoute en la personne d'un autre homme que son mari. Aussi, une femme dont l'influence est confinée à la maison se change-t-elle en une créature d'une banalité naturellement consternante. Elle doit souffrir avec cela, sous le regard d'un homme d'affaires, la comparaison en sa défaveur d'avec le monde qu'il fréquente au quotidien, tant et si bien qu'il regarde son chez-soi comme un endroit de loin moins agréable que le bureau. Ainsi, Thoreau n'exagère-t-il pas d'un pouce lorsqu'il lui prend d'écrire que les masses mènent une existence d'un secret désespoir. C'est le cas de le dire, et inéluctable aussi longtemps qu'activité intellectuelle et idéaux feront défaut. Le réel obstacle vient de ce que les hommes négligent de prendre la mesure d'eux-mêmes, pour exemple. Ou sinon la mesure, les conséquences. Mais prenez maintenant le franc-mesureur, pour faire emploi du mot de Thoreau, et vous en tirerez un rebelle. Il lui faut résister au nombre, à la nature, comme au poids des mensonges entretenus. S'il n'y tient tête, c'est qu'alors ses intérêts particuliers ou sa réserve l'en dissuadent. Il convient de ne pas oublier, cela va sans dire, qu'en l'état présent des choses, les hommes sont nombreux dont la cervelle inemployée s'est atrophiée au sens propre. Il leur est impossible de saisir la vérité même la plus élémentaire. Songez donc aux enfants d'une façon générale, lesquels progressent spontanément seuls et remarquablement jusqu'à l'âge de l'école. Ils font en 6 années des pas de géant. Ils apprennent à marcher, à s'amuser et faire usage de leurs membres non seulement, mais par ailleurs à parler, lire et penser. Les petiots sont à leur affaire 6 années durant, qui explorent, apprennent et s'y reprennent à tout bout de champ. Vient l'école ensuite. Tout aussitôt l'autorité succède au libre examen. C'est la parole du maître contre l'intuition propre à l'enfant. Dans toute l'acception du mot, l'éducation prend fin dès le moment que débute l'école. Sitôt en classe qu'on lui rive les fers, l'autorité pousse de tous côtés. Le petit garçon grandit entre 4 murs. Jusqu'au plus arbitraire des conventions le tyrannise. Il lui faut mettre ce qu'il porte et prendre exemple sur les autres garçons. Il ne s'aventure pas à jouer aux billes quand les billes font vieux jeu, par exemple. Sans doute a-t-il ses pensées bien à lui. Mais il les travestira dès après qu'il aura saisi qu'il est convenu de dire non ce qu'il croit, mais cela qui est souhaitable qu'il dise, à peine d'encourir l'insatisfaction du professeur. Leçon plus qu'amère, il découvre ensuite que les mérites ne sont pas récompensés autant que la fortune en cette république bien de chez nous, et que l'on remet ses bonnes notes au fils du banquier avec autrement plus de largesse que n'en reçoit le fils de la blanchisseuse du coin. De toute évidence, le cerveau ne fait pas son office aussi librement entre 7 et 14 ans d'âge qu'avant 7 ans. Un gaillard quitterait-il l'école pour entrer dans le monde du travail à ce moment-là, au grand jamais il ne prendrait emploi qui lui fût assorti le mieux, ou pour lequel il se sent quelque goût, mais le premier poste à pourvoir. Notre futur Keats pourrait aussi bien gagner son pain aux manettes d'une fontaine à soda que notre Beethoven servir de second à la chaudronnerie. Assurer qu'un homme escaladera les échelons au mépris des circonstances est un non-sens pur et simple. Une semence ne peut germer qu'elle ne soit tombée d'abord en un sol nourricier. Mais passons. Il n'en demeure pas moins que notre brave garçon constate à l'embauche que son esprit d'initiative est mal à propos. On en attend qu'il obéisse. Je m'occupe de penser et d'assurer le patron. Toi, tu es payé à bosser. Aussi, une autre période s'ensuit-elle où la cervelle est hors d'usage et le développement mis en pause. Cependant que prend fin le règne de l'instituteur, il n'est pas dit, encore une fois, que survienne un regain d'activité mentale. De bonne heure, les jeunes succombent à l'influence de la presse. Le façonneur autoproclamé de l'opinion publique est à l'œuvre. Les journaux actuels lui sont infligés soir et matin qui flattent les penchants les plus mauvais des foules comme ses instincts sociaux et moraux les plus bas. La propagande dispose avec les journaux d'un instrument sous sa coupe, et les éditorialistes y sèment le trouble de leurs paroles creuses. Ainsi n'y a-t-il jamais rien qui s'en puisse attendre. Le cerveau, qui 6 ou 7 années durant tournait à merveille, marche au ralenti maintenant, et s'est ramolli. S'il persiste encore une soif de connaissance pour sommeiller au-dedans du jeune homme, il n'est pas moyen pour lui qu'il y satisfasse. Les livres sont rares, et les bibliothèques Carnegie sont par trop dépourvues encore. Les éditeurs inondent le marché de romans d'un sou et de réclames à sensation. L'homme n'est pas un animal de raison.
Mais que sert-il d'insister ? L'homme tourne en réalité dans un tel cercle vicieux que non seulement il n'emploie pas ses facultés, mais ne sait encore y faire appel dans les faits. Parce qu'après d'aussi longues années d'inapplication, elles se sont ratatinées pour une part. Si l'idée n'est pas simple à comprendre, prenez l'exemple d'un enfant qui jusqu'à l'âge de 6 ans aurait usé de son bras droit, rivé au corps après quoi jusqu'à la trentaine. Un pays d'individus diminués pareillement s'émerveillerait d'un homme libre de ses mouvements. Ainsi, nous qui n'avons pas eu le front de pensée et qui nous sommes pliés aux usages et préjugés, regardons-nous avec admiration et stupeur des Thoreau, Shelley, Carlyle et Ruskin, pour entrevoir à leur lecture qu'ils n'ont pas fait autrement qu'exprimer les opinions dont est vaguement conscient tout un chacun, mais que l'on ne se sent pas de taille ni prêt à partager pour autant. Thoreau, penseur rebelle. Thoreau lui-même semble avoir été un penseur rebelle de la première heure. Il s'opposait aux pseudo-religions, à la soi-disant décence, la supposée connaissance. En témoignent les moments phares de sa vie. Il était d'ascendance franco-écossaise, et son père, négociant de Boston, lequel, alors en faillite, se séparait de son alliance en or de façon qu'il indemniserait le dernier de ses créanciers. Il y a lieu de se ressouvenir de l'intelligence dans les manières de cet homme qui disputa Henri pour ce qu'il prenait sur ses études et bijotait du sirop d'érable à défaut d'en acheter, encore qu'il eut l'assurance de ce que les connaissances acquises de cette façon valaient bien des études universitaires. Il est intéressant de rapprocher l'anecdote de cet extrait du Walden où Thoreau s'exprime sur le sujet de l'éducation. À ma grande surprise, on m'informait au sortir de l'université de ce que j'y avais appris à naviguer. Eh bien, eussé-je seulement fait un détour par la rade en chemin, que j'en aurais appris davantage. Henri David était d'une fratrie de 4 enfants, d'entre lesquels 2 filles. Sur sa jeunesse, les biographes ont beaucoup à dire, mais il n'y apparaît pas plus brillant qu'aucun autre joyeux luron. Il semble avoir séché l'école autant qu'il le pouvait. Ces heures qu'il m'aurait fallu consacrer à l'étude, je les passais à courir les bois comme explorer les lacs et ruisseaux du village de mon enfance. À l'évidence, il portait aux sciences naturelles un vif intérêt. Malgré son inattention en classe, et nonobstant les finances de la famille, on résolut de l'envoyer à Harvard. Ici encore, ses biographes se montrent prolixes par endroits et confondus en d'autres. Il y bouquinait beaucoup, pour l'essentiel, et nous savons de son propre aveu que la bibliothèque représentait le seul aspect de son instruction qui lui fut un bien durable. Comme la direction prescrivait le port du noir, on raconte aussi que Thoreau se passait toujours un par-dessus vert sombre à Harvard. Il fit court à l'issue de ses études pour un temps, mais bien loin de punir pour l'exemple, se démit de ses fonctions. Y succédait encore un autre intervalle de professorat dans le privé, qu'il abandonnait en 1841 sur invitation à rejoindre la famille Emerson. Emerson trouvait de l'inspiration à ce jeune naturaliste, et Thoreau y devint animé de l'ambition de vouer sa vie à l'écriture. Il y eut la parenthèse new-yorkaise, quelques articles de revue, et la courte notice de son retour à Concorde se présente comme suit dans son journal. Confectionné des crayons en 1844, dans la Texane jusqu'au 29 août 1850. La Texane était la propriété familiale. Il nous dit avoir manufacturé pour $1000 de marchandises une année en sa qualité de fabricant de crayons, qu'il a vendu en gros pour acquitter un impayé de $100. On attribue la redevance à Monroe, l'éditeur de Boston, lequel sortait son livre Une semaine sur la Concorde et le Merrimack en 1849. La publication se soldait par un complet fiasco, en dépit de l'accueil favorable de la critique. On lui renvoyait 700 invendus qu'il a portés lui-même sur le dos à son étude sous les combles, relatant amèrement qu'en sa bibliothèque figuraient quelques 900 volumes, dont 700 que j'ai commis. Il était anti-esclavagiste dans l'âme. Lorsque survint l'affaire de Harper's Ferry, Thoreau se jeta tout entier dans la cause anti-esclavagiste. Son franc-parler surprenait et alarmait ses proches. Son arrestation pour propos que l'on présumerait anarchisants aujourd'hui était courue d'avance. Il s'imaginait pourtant un message à livrer au monde. Comme un clairon, ses paroles prophétiques ont retenti. Tenez-vous prêt à résoudre ce différend, qu'il s'agira de trancher plus vite que vous n'y êtes disposé. Vous pouvez en finir avec moi sans peine, maintenant que mon compte est presque bon. Seulement, il reste encore cette question à régler. La question négrière, j'entends. L'issue n'est pas de sitôt. Les ravages de la tuberculose, affection de laquelle devaient mourir d'autres membres de la famille, l'accablèrent vers la même époque. Ses biographes insistent fort sur ce qu'il supporta stoïquement son sort, ne se plaignait aucunement dans la maladie, de quoi faire pouffer, ou sinon pester, un homme de la stature de Thoreau. Ainsi qu'il l'aurait précisé lui-même, en effet, la maladie ne donne pas matière à découragement, ni n'est de celles qui font souffrir. Il est déplacé, à l'avenant, de faire trop grand cas de ce que Thoreau est mort sans broncher. Sans doute la plupart en font-ils autant. Il trouvait la mort le 6 mai 1862. Son adroite réponse à Parker Pillsbury, qui, tout calviniste borné qu'il était, interrogea Thoreau sur ce qu'il pensait de l'au-delà, me paraît le haut fait de cet acte final. Un monde à la fois, mon ami, lui était-il répondu. Et, s'agissant de savoir encore s'il allait en paix avec Dieu,
Thoreau rétorquait astucieusement. Jamais je ne me suis disputé avec lui.